Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la Côtier, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser le marché et le BTC, voir un petit peu ce qui se passe. Avant de commencer, comme d'habitude, likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste. Vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5 terminés en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C. Nous avons une B qui a fait extension, donc c'est-à-dire qui a dépassé le précédent top, avec un nouvel ATH qui a été formé en novembre 2021, cassure baissière pour la C, grande C, avec break aussi de la A. Donc on est actuellement dans une fin de C qui s'éternise, qui dure depuis très longtemps, et qui d'ailleurs a dépassé l'objectif de 382 d'extension de Fibonacci. Donc on est sur quelque chose d'assez classique, qui prend du temps, normal dans un mouvement aussi long, aussi gros. Nous sommes actuellement en dessous du 618, donc toujours dans une zone de rechargement long terme sur le BTC. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Toujours même question, toujours même réponse. Oui. 786, première target, top de la une, deuxième target, troisième target, un 618 qui se trouve être à 10 000 $, 10 000 $ étant la target que l'on retrouve le plus actuellement, notamment sur une résistance mensuelle Ishimoku, qu'on retrouve à travers le 1,618 nombre d'or d'extension de Fibonacci du ABC, classique. Actuellement, nous avons aussi une pattern de Wyckoff qui se met en place avec un ST qui a pris la liquidité du BC, donc on est dans BC, AR, ST, SO, ST ayant pris la liquidité du BC, on est dans une réaccumulation forte avec une cassure de la R par le saut, et sign of weakness, où on est déjà depuis un certain temps, dans lequel nous avons eu de multiples prises de liquidité, et nous sommes justement ici dans une accumulation qui elle-même se structure, donc accumulation Wyckoff, par un arrêt de la tendance baissière avec le sign climax, on retrace automatic rally, on teste, on fait un ST, on va retester en prenant la liquidité, en faisant le STB. Ici, news fondamentale FTX, cette chute effective. Intéressant de noter que la chute effective de FTX n'est pas aussi importante que on aurait pu, j'allais dire l'espérer, mais pas forcément l'espérer, mais en tout cas pas autant que le pricing qu'on aurait pu en faire si jamais on avait été 6 mois plus tôt, et justement, le fait qu'on ait cette cassure-là, avec une consolidation qui est en train de se faire depuis un certain temps ici, malgré l'annonce de Genesis, l'annonce de BlockFi et le reste, on est toujours dans une crypto qui est plutôt résiliente, ce qui est positif sur le long terme, et c'est ce qui nous intéresse, de toute façon, dans tous les cas, quand on fait de l'investissement long terme, et quand on fait de la DCA, c'est pour ça que je vous dis que ici nous sommes dans une zone de rechargement long terme, parce que, tout simplement, c'est un prix qui est attractif même au niveau des institutionnels. On l'a déjà vu dans les différentes news qu'on a partagées, où on voit une augmentation du portefeuille crypto des institutionnels depuis un certain temps, et c'est vrai que les institutionnels, au vu du prix actuel des différents actifs, sont beaucoup plus intéressés de rajouter justement cette part de volatilité dans leur portefeuille au vu du prix et des évolutions futures. Ça reste minime, qu'on soit d'accord. Actuellement, les institutionnels ont une partie très très faible, bien plus faible que lorsque l'on était dans cette accélération ici, d'accord? Ce qui est logique, étant donné qu'on était déjà dans une phase forte d'accélération avec des produits composés, alors que là, justement, quand on a cassé cette première cassure, c'est la fermeture et la fin d'un certain nombre de produits composés qui s'est complété notamment par la cassure de Terra Luna et l'accélération de Terra Luna, avec notamment le dump de milliards de dollars de BTC par Terra Luna Foundation pour essayer de maintenir le peg de l'UST. Je vais pas revenir dessus, vous connaissez mon positionnement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter justement cette chute, cette petite partie-là que l'on voit depuis un certain temps ici. D'accord, on va la regarder en 1 heure, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est plusieurs choses. Nous avons aussi ici une accumulation qui est en train de se mettre en place. Je vous l'ai donné déjà plusieurs fois. SC, AR, ST, STB. D'accord, arrêt de la tendance baissière, je retrace, je reteste, je prends la liquidité. La prise de liquidité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toute petite. Elle est juste parfaite en termes de Wyckoff, dans lequel nous avons une prise de liquidité méchée. Donc ça veut dire qu'on va juste mécher pile poil au niveau du SC, on ne construit pas en dessous, et on repart, d'accord? Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans une prise de liquidité forte, avec une accélération haussière qui s'est effectuée, accélération haussière dans laquelle on voit
ici malheureusement une perte du momentum, hein, on le voit bien ici aussi. On voit que par contre le volume en lui-même est plutôt stable, ce qui est plutôt positif. C'est-à-dire que si on avait eu une perte de volume, on aurait eu sur quelque chose où potentiellement on se serait effondré. Là c'est pas le cas, là on a quand même un volume qui est plutôt constant, malgré le momentum qui est plutôt baissier. Et au niveau des structures qui ont été effectuées, on a des patterns qui ont été donnés plusieurs fois, compression, cassure, short, compression, cassure, short, compression, cassure, short squeeze, et là on a eu une compression, sauf qu'on n'a pas eu la cassure ni le short squeeze, d'accord? On a eu short squeeze déjà, et ensuite on a eu temporisation baissière, et temporisation qui est beaucoup plus faible en termes de volume que ce qui s'est passé ici, d'accord? On a quelque chose qui est beaucoup plus composé et beaucoup plus structuré. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que, c'est un petit peu ce que j'ai commencé à vous expliquer plusieurs fois, c'est que systématiquement, nous avons ces patterns de compression, d'accord? On les retrouve beaucoup, ici, d'accord? Systématiquement, ici aussi, on a une pattern de compression, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans un marché à court de liquidité. Et ça, c'est vraiment important de le retenir, c'est que plus on va être dans une notion de compression de liquidité et en manque de liquidité, qu'on va comprimer la liquidité pour pouvoir faire des mouvements. Chose qui est en train de se passer, où on renforce notamment dans cette chute baissière. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, je vous en ai parlé hier avant qu'elle se déroule, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ça. Justement, cette cassure baissière, le but de cette cassure baissière, en plus on le voit, on est juste allé chercher la liquidité qui se trouvait en dessous, donc on a tapé un petit peu dans la liquidité qui se trouvait là, il nous en reste quand même beaucoup qui se trouvent là, d'accord, qu'on soit vraiment entre nous sûrs et certains, ici, on a là beaucoup de liquidités longues qui est en attente, mais ce qui s'est passé avec ça, globalement, on a renforcé les blocs de liquidité qui se trouvaient là, et on est même en train de construire un bloc de liquidité qui se trouve là, d'accord? Quelque chose qui serait structurel pour aller, à terme, faire un short squeeze. Est-ce que on y va maintenant? C'est la grande question. Est-ce qu'on va pas continuer à chercher des longues, retravailler l'OB qui se trouve là, pour repartir à la hausse? Moi, il y a des choses qui me titillent, et notamment, c'est principalement sur l'order flow. On va aller regarder ça tout de suite. Au niveau de l'order flow, on a des choses qui sont pas forcément positives. Je vous avais expliqué que, notamment au niveau de l'order flow, tant que on se tenait au niveau des positions, c'était ok. C'était ok, on avait un peu d'intérêt qui baissait dessus, ça c'était déjà pas forcément normal, parce qu'on est revenu sur des taux classiques, donc on est quasiment redescendu à 100 en termes de leverage, donc de open interest, alors qu'on avait un cours qui était en chute plus qui stagnait, donc ça voulait dire qu'on avait notamment des prises de profit des shorters qui étaient en train de se faire avec des positions qui étaient potentiellement en train de se stabiliser, donc ça veut dire que c'était plus des shorts qui étaient en train de se faire, et que dans un marché qui était en train de se positionner ici, normalement on a plus tendance à avoir un order flow qui appuie, d'accord, qui appuie fort avec des leviers, et c'était pas le cas. Là, ça commence à se setup, d'accord? On voit l'augmentation de l'open interest qui est en train de se faire, on voit l'augmentation des positions et de la construction de short qui est en train de se faire ici, et là, par contre, bon, sur la totalité des comptes, je pense qu'on verra quelque chose qui montera au fur et à mesure, plus on descendra, on arrivera potentiellement dans les 80% sur la totalité des comptes, mais donc là, on commence à avoir la mise en place d'un short, d'accord? La question que je me pose, c'est, du coup, est-ce que ce short va nous emmener sur l'OB, ici, ou est-ce qu'on va perforer total? Là, je pense qu'il va falloir surveiller l'open interest. Si on voit une structuration forte avec remontée de l'open interest à plus de 120, 130, 140, avec des positions qui se dirigent vers 50 au niveau des shorts, là ça va vouloir dire que forcément la construction elle va être efficace et forte, parce que ça veut dire qu'on va casser l'OB, on va perforer totalement cet order block, pour aller prendre la liquidité de l'imbalance là, d'accord? Donc ça voudrait dire que techniquement on aurait ici un high qui a pris certes celui-là, mais qui n'a pas pris la R. D'accord? Donc ça veut dire que, on va revenir, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, ça veut dire que techniquement, on va se mettre quoi? On va se mettre en 6 heures. Allez, en 6 heures c'est pas mal, on devrait avoir pas mal, voilà, pas mal de visibilité. En 6 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un high qui s'est positionné ici, on a un low qui a cassé le SC, donc un précédent low, et on a un high qui ne prend pas. Ok, donc ça sous-entend que là on est dans une schématique de continuité baissière. Si on prend dans une continuité baissière, on prendra forcément ici l'indice-month. Par contre, si on voit qu'on structure sur l'indice-month et que potentiellement on fait une accumulation ici, qu'est-ce que ça va sous-entendre? Bah ça va sous-entendre qu'on est en train de faire ici une compression effective,
qui serait en même temps logique avec les patterns sur lower time frame, où on a des compressions qui sont en train de se faire systématiquement. Bon, ça n'empêche que là, au niveau de l'order flow, clairement, on est entre deux, pour l'instant, c'est moi qui tire des conclusions sur ce que je suis en train de voir, et je suis en train d'envisager une augmentation de l'open interest et du short. Ça n'empêche que là, je suis toujours titillé sur la construction de liquidité. Je trouve que le marché n'est pas assez puissant pour emmener bas le marché. Voilà. On est dans une politique de Christmas Rally, majoritairement. On va aller regarder la macro tout à l'heure, mais globalement, je trouve que on devrait appuyer beaucoup plus pour casser. Là, c'est pas le cas. Est-ce que ça va arriver maintenant, dans les jours qui viennent, aujourd'hui, demain? Peut-être. C'est pour ça qu'il faut surveiller l'order flow. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc je reste toujours dans une politique de potentiel short squeeze. Est-ce que ce short squeeze va avoir lieu maintenant au niveau de l'OB, ou voire même sur prise de liquidité de l'indice fund qui se trouve ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des scénarios que je garde en tête. C'est important de se préparer à toutes ces éventualités-là. Mais dans tous les cas, ici, nous sommes dans une position de recherche de short. Hein. On ne cherche pas à acheter un marché qui se trouve là, d'accord? Je vous rappelle que nous sommes en haut de canal, d'accord? Classique, pour quelqu'un qui va vouloir trade, donc majoritairement les personnes sont en train de se positionner ici, pour casser soit le plus bas, soit aller retester une zone basse pour repartir. Pour ça que majoritairement les personnes se positionnent en short, ici. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à penser que on pourrait avoir un short squeeze fort. Alors, avant de faire le mouvement, bien évidemment, c'est-à-dire que si on a un short squeeze, c'est pas pour aller to the moon. D'accord? On peut aller un short squeeze pour aller chercher 18 000, peut-être, voire même chercher ici le top, ici, donc très haut, 18 200. Pourquoi pas? Mais ça n'empêche que après derrière, on aura un mouvement correcteur qui sera assez fort. Nasdaq et macroéconomie générale. Intéressant le Nasdaq, dans lequel on a eu donc une journée d'hier qui était assez agressive, dans lequel on a quand même ravalé une bonne partie. Hein. D'accord, on a ravalé 50%, et on est en train de commencer, on a commencé la journée dans le mal, et on est en train de ravaler une partie aussi. Donc potentiellement, on est quand même dans une zone structurelle qui est intéressante. D'accord, c'est-à-dire que on casse certes les précédents lots, mais on n'a pas de construction en dessous. Pour l'instant, on se maintient. Et le fait de se maintenir permet justement au cours d'avoir justement un point très fort. Après c'est pareil, le problème c'est que quand on a généralement un maintien comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes achètent en long ici, avec des SL ici, pour pouvoir repartir à la hausse, pour aller retester la partie supérieure. Donc pareil, on voit une forme de ranging, hein. Ici, sur le BTC, on voit le ranging là, le Nasdaq, c'est pareil, on voit le ranging, mais cette fois-ci, qui est beaucoup plus haussier, qui est pas ranging bas, qui est ranging haut, et on est en bas du ranging, qui est en train de se faire, dans lequel, potentiellement, on pourrait avoir une accélération. Même principe, on pourrait avoir une décélération très forte, aller retester ici le 236, pour repartir à la hausse, on récupère tous les SL, donc on long squeeze, et ensuite on part à la hausse, et on short squeeze tous ceux qui sont dedans, d'accord? Pareil sur le SP500. SP500, on a des patterns qui sont totalement identiques, dans lequel on a quand même des schémas de manipulation qui sont assez forts, d'accord? Où on a même la mise en place d'une distribution non validée. Tant qu'elle n'est pas validée, bon, là, il faut rester prudent. Rester prudent pour une accélération haussière. On n'est pas à l'abri d'un Christmas Rally qui pourrait continuer et accélérer. Surtout que le DXY, le DXY, là-dessus, il est en train de se diriger vers potentiellement une cassure baissière encore. On l'a fait ici. Consolidation, cassure, consolidation, cassure, consolidation, cassure. Donc là, si on casse et qu'on valide en dessous, parce que là, en fait, cette cassure, elle est importante. Pourquoi? Parce que si on casse ici, ça sous-entend qu'on est en train de créer des bougies en dessous du palier de 104, donc on est en train de valider définitivement ici le break-off structure, qui est quand même un break-off structure weekly, dans lequel on aurait une pattern de retournement forte. Ça veut dire qu'on validerait ici la cassure, et cette cassure entraînerait soit une descente pour retester une partie plus basse avant de remonter, soit le fait de consolider avant de pouvoir remonter, retester et pouvoir descendre, mais donc ça sous-entendrait qu'on aurait bien notre Christmas Rally, et en tout cas une forme de stabilité sur sur janvier-février, pour ensuite avoir quelque chose qui réaccélère, et donc une correction sur les différents indices pour préparer après mai, avril, mai, juin, donc printemps, pour repartir à la hausse, printemps-été, quelque chose de classique. Donc
La hausse, quand j'ai fait la hausse, c'est pas la hausse de DXY, hein. C'est la hausse du SP500 et des différents indicateurs. Donc ce serait une forme de ranging qui s'effectue comme ça. Marque baissier pour une consolidation, et ensuite on repart à la hausse. D'accord. Ça n'empêche qu'au niveau du BTC, on est quand même relativement résilient par rapport à la macro, donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. L'oil continue à s'enfoncer, d'accord. On s'enfonce très fortement, et je pense que on va voir pas mal de nouvelles. On est en train de pricer quelque chose qui est lié notamment à l'OPEC. Je pense que dans les semaines qui viennent, on va avoir des nouvelles au niveau de l'OPEC. Je peux me tromper, je le note pour pouvoir vous dire, mais je pense qu'on va avoir des nouvelles par rapport à l'OPEC avec une diminution. Ah, clairement, je pense qu'on va arriver sur une diminution, enfin une augmentation, pardon, de l'émission de barils, donc une diminution du prix effective, et c'est ce qu'on est en train de pricer ici. On a, pourquoi? Parce que on a pas mal de nouvelles, notamment de personnes liées à l'OPEC, sur lesquelles on a des avantages qui sont en train d'être donnés, et quand on a ça, c'est que on est en train de négocier, et vu qu'il y a des validations qui sortent dans la presse, ça sous-entend que les négociations avancent vite et fort. On a à côté, justement, la différence des taux des bonds, ça je vous en parle assez régulièrement, qui est un indicateur, des bonds 10 ans versus les bonds 2 ans, donc qui sont les bons au trésor américain, qui sont quelque chose qui est considéré comme étant le plus sûr, et là je compare le taux d'intérêt sur les bonds 2 ans et sur le taux d'intérêt des bonds 10 ans. Normalement, on est censé être en positif, quand on est en négatif, ça sous-entend qu'il est plus rentable d'acheter des bonds de 2 ans que ceux de 10 ans, chose qui n'est pas normale. Normalement, plus on avance dans le temps, plus il y a un risque. Moins on est dans le temps, moins il y a de risques. Et normalement, la rémunération se fait à travers le yielding, donc à travers ce taux d'intérêt qu'on nous donne, donc plus il y a de risques, plus on nous paye. Là, ce que l'on voit, et qu'on continue à s'enfoncer, c'est que principalement, le yielding continue à s'enfoncer. D'accord ? On continue à s'enfoncer, donc ça veut dire qu'il est toujours plus risqué. En tout cas, le marché considère qu'il est plus risqué d'acheter des bonds de 2 ans que des bonds de 10 ans. Chose qui est totalement une ineptie par rapport aux fondamentaux des US, mais ça représente en même temps l'aspect financier et la représentation financière générale que peut avoir le marché de l'économie américaine actuellement. Et c'est pour ça aussi que je vous explique plusieurs fois que quand on a une bonne nouvelle au niveau de l'économie, le marché financier réagit mal, parce qu'actuellement, le marché financier combat l'inflation, et bonne nouvelle économique veut dire aussi que la Fed peut continuer à augmenter les taux et maintenir les taux longtemps, chose que le marché financier n'aime pas et préfère avoir des liquidités. Surtout que plus on augmente les taux, plus on va avoir des taux d'intérêt sur les bonds qui sont intéressants, donc c'est-à-dire qu'il est plus intéressant d'aller s'exposer sur du bon au trésor, parce qu'on a une stabilité, que sur le marché action, donc on a une contraction des liquidités du marché action qui se dirige vers les bonds. D'où le fait que le DXY monte, etc., etc., etc. On s'arrête là, j'espère que ça vous a plu, et je vous rappelle 2 choses. 1, que le Discord est en commentaire en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo news que j'ai postée à 7h30, si vous voulez toutes les infos sur le monde crypto. Et ensuite, pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord tout en continuant à progresser, en ayant accès à des informations de première ordre, on a mis en place un premium avec plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique, et vous y retrouverez aussi des analyses hebdomadaires, des briefs hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue aussi sur le marché tous les jours en complément de la quotidienne, et plein d'autres contenus. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux, et je vous dis à demain. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.